d'écouter Radio France Internationale. Il est 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Paul Lancin-Spinelli. Nous sommes le mercredi 3 juillet, bienvenue à vous à la une de cette édition. L'engagement de nombreux sportifs français contre l'extrême droite. Alors que les électeurs doivent désigner de nouveaux députés, dimanche, une ancienne championne de boxe se demande par exemple si elle portera comme prévu la flamme olympique à l'approche des Jeux de Paris en cas de victoire du Rassemblement national. On reviendra aussi sur la mort aujourd'hui de Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand et président du Conseil constitutionnel. La Grèce va proposer aux patrons de faire travailler les salariés 6 jours sur 7, alors que la France ou l'Allemagne réfléchissent plutôt à une semaine de 4 jours. Et puis c'est un monument du cyclisme. Mark Cavendish vient de remporter sa 35e victoire sur le Tour de France. C'est un nouveau record. En France, les sportifs relaient d'une certaine inquiétude sur la situation politique actuelle. Alors que le second tour des élections législatives se déroule dimanche, le cycliste Guillaume Martin, qui participe au Tour de France, fait partie des derniers à s'être opposé ouvertement publiquement à l'extrême droite. Un message également diffusé par les footballeurs de l'équipe de France, Marcus Thuram, Jules Koundé ou encore Ibrahima Konaté. Un événement sportif international pourrait aussi être chamboulé, perturbé par l'arrivée éventuelle du Rassemblement national au pouvoir. Il s'agit des Jeux Olympiques de Paris. Ils commencent à la fin du mois et avant cela, la flamme olympique doit être portée dans les rues de la capitale les 14 et 15 juillet. Aya Sissoko doit y participer. Elle est triple championne du monde et de France de boxe. La franco-malienne, maintenant à la retraite, craint que le RN gouverne d'ici là. Je ne reconnais pas ma France. Je ne peux pas concevoir, je ne peux pas accepter, c'est inacceptable d'entendre une telle libéralisation de la parole raciste, de la parole antisémite, de l'homophobie, qui s'exprime de manière aussi libre, décomplexée. Je ne peux pas l'accepter. J'ai grandi, dans le 20e arrondissement, qui est aussi un carrefour, de culture, un carrefour de nationalité, un carrefour de langue, un carrefour de plein de cultures. J'ai baigné dans ça, La tolérance, c'était quelque chose d'indolore pour nous. Parce que, le partage faisait partie de notre quotidien. L'altérité faisait partie de notre quotidien. Donc, oui, je le concède. Pour moi, à l'idée, de porter une flamme olympique avec un parti d'extrême droite au pouvoir, serait très difficile. Et je ne sais même pas si je porterais la flamme si on avait un parti d'extrême droite au pouvoir. L'ancienne boxeuse Aya Sissoko au micro d'Aram Beng. Pour justement faire barrage, empêcher le Rassemblement national de gagner ses élections législatives, le nouveau Front populaire de gauche et le camp du président Emmanuel Macron avaient décidé de retirer des candidats pour faire bloc dans certains territoires. Mais aujourd'hui, les ténors du camp présidentiel, les figures importantes, garantissent qu'il n'y aura pas de gouvernement avec la France insoumise. Se désister pour des élus de gauche ne signifie pas gouverner avec LFI, a tranché Emmanuel Macron ce matin en Conseil des ministres. Pour le Premier ministre Gabriel Attal, il n'y aura jamais d'alliance avec le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon. Et puis lui avait été une figure importante de la scène politique en France. Roland Dumas est mort à 101 ans aujourd'hui. Cet avocat de formation avait été ministre des Affaires étrangères alors que François Mitterrand était président dans les années 1980-1990. Il avait ensuite présidé le Conseil constitutionnel entre 1995 et 2000. Le journal en français facile. En français facile. En Ukraine, la protection d'une ville stratégique semble être en train de se fissurer, de craquer. Ce matin, le ministère russe de la Défense a revendiqué la prise d'un tout premier quartier de Tchassiv Yar dans l'est de l'Ukraine. Cette cité industrielle de la région du Donbass comptait 13 000 habitants avant le début de la guerre, il y a 2 ans. Dans le sud de la bande de Gaza, être pris en charge dans un hôpital ne protège en rien des combats. C'est pour cela que la quasi-totalité des patients de 2 hôpitaux, l'hôpital européen et celui du Comité international de la Croix-Rouge, ont dû fuir
selon l'Organisation mondiale de la santé, après de nouveaux ordres d'évacuation envoyés aux habitants de cette zone de l'enclave palestinienne depuis le début de la semaine. Et puis cela faisait 31 ans qu'Israël n'avait pas mis la main sur autant de terres en Cisjordanie occupée. 1270 hectares du territoire palestinien sont passés sous la propriété du gouvernement israélien. Aujourd'hui, selon une organisation israélienne, une saisie record depuis les accords de paix d'Oslo en 1993. RFI, 19h05 à Athènes. Pour les Grecs, cela va devenir de plus en plus normal d'aller au travail 6 jours sur 7. Une nouvelle loi permet aux patrons d'imposer à leurs employés une semaine de 6 jours afin d'atteindre 48 heures de travail hebdomadaire. Cela ne se fait pas gratuitement. Les salariés concernés vont recevoir un meilleur revenu. Mais cela ne suffit pas à convaincre les syndicats qui sont très en colère. Il faut dire que cette politique est assez isolée par rapport aux autres pays européens. Joël Bronner. Alors que certains pays d'Europe de l'Ouest, à l'image de l'Allemagne, mais aussi de la France, s'interrogent régulièrement sur l'opportunité de la mise en place d'une semaine de travail de seulement 4 jours, la Grèce, elle, tente à prendre la direction opposée. Sous certaines conditions, la semaine de 6 jours était déjà une réalité pour les Grecs qui travaillent dans le secteur du tourisme ou de la restauration. Depuis lundi, sont aussi concernés par cette nouvelle mesure les salariés des entreprises qui fonctionnent 24 heures sur 24 et celles qui peuvent justifier d'une surcharge de travail. Dans ce cas de figure, le 6e jour est payé à l'employé 40% de plus qu'un jour normal, et encore davantage si ce jour est un dimanche ou un jour férié. Pour Athènes, il s'agit de lutter contre le travail non déclaré et d'aider les entreprises qui peinent à faire tourner leurs équipes. En cause, entre autres, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Dans un pays durablement appauvri par une décennie de crise économique, le quotidien d'opposition FSIN s'agace. La vie chère et les bas salaires poussent les salariés à l'acceptation d'un 6e jour de travail, au détriment, conclut le quotidien, de leur qualité de vie. Joël Bronner, Athènes, RFI. Des villages entiers engloutis sous des torrents d'eau et de boue dans le nord-est de l'Inde et du Bangladesh. 6 personnes ont été tuées à cause des pluies diluviennes qui ont provoqué des crues, c'est-à-dire que les rivières ont débordé. Au Bangladesh, plus d'1 300 000 personnes ont été touchées. Ce pays est l'un des plus exposés dans le monde au changement climatique. Ce réchauffement de la planète, il est en grande partie provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. L'an dernier, celles de Google ont été très importantes, autant qu'un pays comme la Moldavie. Ces chiffres sont issus du rapport environnemental pour l'année 2023 que vient de publier le géant du numérique. Bonjour Simon Rosé. Bonjour. Cette augmentation par rapport aux années précédentes s'explique surtout par le développement de l'intelligence artificielle qui est très gourmande en énergie. Et oui, les émissions du groupe ont progressé de 13% l'an dernier. En 5 ans, c'est plus 50%. En 2023, les activités de Google ont émis plus de 14 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. De quoi mettre à mal les objectifs de l'entreprise. C'est ce qu'on lit dans ce rapport. Google vise la neutralité carbone en 2030, 0 carbone non capté, un cap désormais qualifié d'extrêmement ambitieux. En cause notamment les investissements importants dans l'intelligence artificielle et les centres de données qui vont avec, très gourmands en énergie. On estime ainsi que l'IA consommera à elle seule près de 5% de l'énergie mondiale en 2030 si son développement se poursuit tel que prévu. Un autre géant de l'informatique, Microsoft, admettait il y a 2 mois également que la stratégie d'investissement du groupe dans l'intelligence artificielle mettait elle aussi à mal ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est d'ailleurs qu'un des nombreux effets négatifs de cette technologie. On peut aussi citer la consommation en eau utilisée pour refroidir les centres de calcul. Là aussi, les estimations donnent le tournis. Au rythme actuel, le secteur devrait consommer près de 7 milliards de tonnes d'eau en 2027, presque 2 fois plus qu'un pays comme la France. Merci Simon Rosé du service environnement climat de RFI. Et puis lui vient de devenir le patron incontesté, sans concurrent, du sprint sur le Tour de France cycliste. Mark Cavendish a décroché cet après-midi sa 35e victoire d'étape. Le coureur de 39 ans devient le nouveau détenteur du record qu'il partageait jusque-là avec le Belge Eddy Merckx. C'est la fin de cette édition du journal en français facile. Il est 18h10 à Paris, 16h10 temps universel.